L'or olympique pour Marina Anissina et Gwendal Pesra, les patineurs qui offrent à la France une 3e médaille d'or. Ils ont su faire abstraction de la polémique sur l'arbitrage. Ils sont les invités de ce journal. Premier déplacement du candidat Chirac, c'était à Garges-les-Gonesse, en banlieue parisienne, sur le thème de l'insécurité, avec pour mot d'ordre impunité zéro. Dramatique accident d'hélicoptère à Flaine, en Haute-Savoie, 4 morts, mais le bilan aurait pu être plus lourd. L'appareil s'est écrasé sur les pistes. La ceinture à l'arrière pour les enfants n'est pas encore passée dans les mœurs pour tout le monde. L'an dernier, 180 jeunes de moins de 14 ans ont été tués dans des accidents de voiture. Au nom du père, le 176e épisode de San Antonio sort aujourd'hui en librairie. Cela s'appelle Corrida pour une vache folle. Ce n'est pas Frédéric Dard, disparu en juin 2000, qui l'a écrit, mais son fils, Patrice, dans la même veine gouailleuse. Depuis la nuit dernière, la France affiche donc une médaille d'or supplémentaire au compteur olympique, la 3e. Et celle-ci a été décrochée par le couple Marina Anissina et Gwendal Pesra en danse sur glace. On les retrouve dans un instant. Une performance attendue et espérée qui marque l'apothéose d'une carrière déjà riche de 2 titres de champion d'Europe et d'un titre de champion du monde. Nathanaël de Rinxin, Alain Poirier. Cette médaille, le patinage français l'attendait depuis 70 ans. Hier soir, Marina et Gwendal ont mis 4 minutes pour l'obtenir. Porté par la voix de Martin Luther King, patinant sur le thème de la liberté, le couple français a rapidement séduit le public américain. On a patiné avec beaucoup de maîtrise, on s'est fait plaisir. On a donné beaucoup d'amour dans notre patinage et je pense que ça s'est ressenti. Dans un contexte difficile, pour convaincre les 9 juges, Marina et Gwendal se sont appuyés sur leur technique irréprochable et sur leur fameux porté inversé. Hier soir, même s'ils ont parfaitement patiné, les 2 Français ont aussi bénéficié des erreurs de leurs adversaires. Les Italiens, champions du monde en titre, ont chuté. Les Canadiens, eux, ont raté leur sortie et le podium. Des erreurs parfaitement sanctionnées par les juges. Fort heureusement, les athlètes ont été jugés comme il se doit, avec des juges qui ont fait leur travail. À mon sens, c'était clair. Marina et Gwendal étaient les meilleurs. Dans les couloirs de la patinoire, le clan français peut enfin exulter. Champion d'Europe, champion du monde, Marina et Gwendal sont désormais champions olympiques. Une sacrée performance. Grâce à eux, hier soir, le patinage français a quitté la rubrique des faits divers. Cette médaille d'or qu'ils partagent depuis la nuit dernière est le fruit d'une grande complicité professionnelle. Pourtant, la rencontre en 93 entre Gwendal Pesra, le Lyonnais, et Marina Anissina, la Moscovite, n'était pas jouée d'avance. Julien Hérichon. C'était au temps de l'Union soviétique. Moscou, 1975. Anissina vient au monde, l'héritage de la glace. Sa mère, 6e au JO de Sapporo, lui fait découvrir le patin dès l'âge de 4 ans. À 15 ans, Marina devient championne du monde junior avec Ilya Averbuk. Mais celui-ci part vivre d'amour et de patinage avec une certaine Irina Lobacheva. On reparlera de plus tard. En quête de partenaire, la fille de l'Est choisit l'exil. Elle écrit 2 courriers. L'un à un partenaire canadien qui ne répondra jamais, l'autre à Gwendal. À cette époque, Gwendal vit à Lyon. Lui aussi côtoie le haut niveau, lui aussi se sépare de sa partenaire. Alors il réfléchit à la proposition de Marina et finit par dire oui, leurs destins sont scellés. Anissina s'installe en France dans la famille Pesra. La technique russe alliée à la créativité française, l'impulsive et le modéré, l'union sacrée. 1998, Nagano, Anissina et Juliette, Gwendal Roméo. Ce bronze olympique, c'est le début de leur récolte. 1 médaille d'or et 3 d'argent mondiaux, 5 autres podiums, dont 2 victoires au championnat d'Europe. Leur palmarès, c'est costaud, c'est lourd, comme une médaille olympique. Au JO de Salt Lake City, aux côtés de Gwendal, Marina a devancé ses amis d'enfance, le couple russe Averbuk-Lobacheva. Une drôle de revanche sur le destin, une première médaille en danse sur glace dans l'histoire du patinage français.
Nous retrouvons en direct de Salt Lake City Marina Anissina et Gwendal Pesra. Tout de suite, je voudrais qu'on regarde une image, celle prise quelques minutes avant le début de la compétition. On va vous voir vous tenir par la main, vous échanger un long regard. Gwendal, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? À ce moment-là précis, on ne se dit rien. En fait, tout passe dans les regards. C'est une façon un peu d'égaliser nos énergies et d'être vraiment ensemble au moment où on va rentrer sur piste. Alors on a entendu dans une des interviews que vous avez donné quelques minutes après être sorti de la patinoire que vous avez donné de l'amour. Alors comment est-ce qu'on donne de l'amour quand on interprète un programme qu'on a déjà répété des milliers de fois? C'est très important de pas simplement le patiner, dégager beaucoup d'émotions et vivre tous les mouvements qu'on a dans notre programme. C'est ça, en fait. Oui, et puis le fait aussi de patiner pour des Jeux Olympiques, ça amplifie, ça décuple toute l'envie et la motivation qu'on a de patiner avec notre cœur. Marina, c'est votre maman qui vous a mise sur la glace, toute petite. Aujourd'hui, c'est l'apothéose d'un parcours sans faute. Vous étiez certaine, programmée, je dirais, pour décrocher un jour l'or olympique? C'est vrai que dès que j'ai commencé à patiner, je rêvais tout le temps à avoir des résultats et les médailles d'or des Jeux Olympiques, c'est le plus grand titre dans le sport et je rêvais tout le temps. Et là, c'est réussi. Alors en même temps que vous nous parlez, on revoit ces images d'hier soir que nous avons pu suivre dans la nuit ici en France. Alors il y a bien sûr la pression de la compétition dont vous avez parlé, mais s'est ajoutée cette semaine la pression de la polémique sur la notation du patinage artistique. Est-ce que vous avez senti qu'à un moment ou un autre, cela pouvait vous mettre en danger, Gwendal? Non, pas du tout. On est resté très distant de cette histoire. Ça ne concernait pas notre discipline pour une fois et on a eu assez de problèmes par le passé avec les problèmes de notation pour avoir assez d'expérience maintenant pour se dégager de tout ça et de rester très très concentré sur notre compétition. Alors la fédération... C'est pour ça qu'on est vraiment très très bien patiné tous les épreuves sans erreurs parce qu'on n'a pas occupé le reste, on a pensé à patinage mais pas les choses qui ne regardent pas à nous, aux athlètes. Alors maintenant, vous avez atteint tous vos objectifs. Vos supporters dans la nuit ont applaudi votre prestation à la patinoire Charlemagne de Lyon. Est-ce que vous allez encore avoir l'énergie de passer des heures et des heures à vous entraîner maintenant que vous êtes au sommet de la hiérarchie mondiale? Là, de toute façon, on arrive en fin de saison. Ça ne demande pas autant d'heures d'entraînement. C'est, je dirais, juste de la continuité, continuer à améliorer des petits détails, mais on ne va pas reprendre des séances d'entraînement aussi lourdes qu'on a eues pour monter ces chorégraphies. Et dans 4 ans, d'autres Jeux Olympiques ou vous raccrochez? Non, pas d'autres Jeux Olympiques. C'est la dernière saison pour le patinage armateur. Merci à vous et bravo donc pour cette médaille d'or, la 3e médaille d'or française. Et j'ajoute, puisque nous l'évoquions, que dans l'affaire de la notation du patinage, eh bien, le système va changer. Si cette réforme est votée, eh bien, les juges seront désormais 14 au lieu de 9 et un ordinateur prendra en compte au hasard la moitié des votes pour faire une moyenne. Reste qu'évidemment, on pourra toujours tenter d'influer sur la décision de 14 juges au lieu de 9. Voilà pour cette page olympique et nous y reviendrons d'une autre manière à la fin de ce journal. Aux yeux des Français, la sécurité publique est le thème prioritaire de cette campagne présidentielle. Ça n'a pas échappé à Jacques Chirac qui a consacré son premier déplacement de candidat à la banlieue. Garges-les-Gonesse, dans le Val d'Oise, le candidat président y a présenté les principales mesures qu'il défend en matière de lutte contre l'insécurité. On retiendra surtout une formule, impunité zéro. Véronique Saint-Olive, Bruno Livertou. Une première sortie de candidat tout entière axée sur la lutte contre l'insécurité. Ce matin, à Garges-les-Gonesse, Jacques Chirac a voulu répondre à l'inquiétude de l'immense majorité des Français. Juste à côté, les jeunes socialistes distribuent leurs tracts. Bonjour, vous allez voir le maillon faible? Ils promettent qu'ils feront tout pour pourrir la campagne de Jacques Chirac.
Au déjeuner, les commerçants de ces quartiers difficiles réclament davantage d'exonération fiscale. C'est un bon truc, les zones franches. Je peux vous le dire, c'est moi qui en avais eu l'idée. Mais l'important, c'était le discours. Des mesures concrètes pour une réponse globale. Un appel à la mobilisation de tous, avec la volonté d'équilibrer prévention et répression. Aucune infraction, si légère soit-elle, ne doit plus être laissée sans réponse. Une réponse naturellement adaptée, proportionnée à la faute, juste, mais certaine, immédiate et dissuasive. C'est ce que j'appellerais l'impunité zéro. Et pour obtenir cela, Jacques Chirac promet plus de moyens pour la justice de proximité, plus de moyens pour la police. Je ne voulais pas passer quand même devant le commissariat sans venir le saluer. Et le président candidat revendique les valeurs de la République, de la nation et de la patrie. Pas question pour lui d'abandonner ce terrain à Jean-Pierre Chevènement. Jacques Chirac veut convaincre les Français qu'il n'y a pas de fatalité de l'insécurité et que s'il est élu, il se donnera tout de suite tous les moyens pour essayer d'éradiquer ce fléau. Il reste au candidat à préciser combien tout cela coûtera. Thomas Dandois, Jean-Jacques Le Garec et Christian Gallet ont suivi la journée du candidat Chirac à Garges-les-Gonesse aux côtés de ceux qu'il était venu visiter. Star ou pas, ils sont venus voir passer le chef de l'État dans leur quartier. Ils ne l'apercevront que de loin. Un point perdu au milieu de la foule. Bah ouais, ça me fait ni chaud ni froid, hein, franchement. Ça fait ni chaud ni froid de le voir. Pour la plupart, les jeunes de la cité restent peu réceptifs au discours du candidat Chirac. Impunité zéro, répression, ces idées, ils les rejettent en bloc. S'ils veulent renforcer ça, ça va être encore plus chaud, des deux côtés. Des deux côtés, ça va être chaud. Pour les adultes du quartier, en revanche, les arguments du candidat Chirac ont fait mouche. C'est une excellente chose. Hein. Si ça peut sécuriser la ville de Garges. Hein. On entend tellement de choses que franchement, maintenant, on a peur de circuler. Hein. On laisse tout faire. On laisse faire. Il faut sévir, il faut punir, il faut aller droit au but. Quoi. Même endroit, 6 heures plus tard. Jacques Chirac est reparti vers la capitale. Simple visite ou étape de campagne parmi tant d'autres. Pour le quartier en tout cas, cela n'aura pas changé grand-chose. Le programme de Jacques Chirac en matière de sécurité prévoit donc la création d'un grand ministère de la sécurité intérieure, un système d'impunité zéro, aucune infraction, si légère soit-elle, ne devant être laissée sans réponse, et la création de centres éducatifs et préventifs fermés pour les jeunes délinquants récidivistes. Pour ce qui concerne la création de ce ministère de la sécurité intérieure, Jacques Chirac propose que les forces de police et de gendarmerie soient placées conjointement sous son autorité. Stéphane Breitner. Ils se sont retrouvés quelques fois face à face lors des manifestations de décembre dernier. Aujourd'hui, Jacques Chirac veut réunir policiers et gendarmes au sein d'un grand ministère de la sécurité intérieure. 100 000 gendarmes et 125 000 policiers ensemble sous la même autorité. Impossible, répondent certains syndicats de policiers. Il faudrait que les gendarmes ne soient plus militaires. On ne peut pas aujourd'hui regrouper des forces de police d'essence civile et la gendarmerie nationale d'essence militaire dans un seul et même ministère. Il faudrait impérativement démilitariser la gendarmerie. En l'état, ça n'est pas possible. Je n'imagine pas un seul instant le ministre de la Défense se départir de l'action qu'il a sur les services de gendarmerie. Je n'y crois pas. La coopération entre police et gendarmerie existe déjà au sein du Conseil de sécurité intérieure sous l'autorité du Premier ministre. Réunir ces deux forces de sécurité ne réjouit guère certains anciens gendarmes, que ce soit pour le maintien de l'ordre ou pour les enquêtes judiciaires. Je pense qu'il est souhaitable d'avoir deux forces de même niveau, de même qualité, ayant des capacités comparables, de telle sorte que les magistrats et ceux qui les emploient en général, qu'ils soient des préfets ou qu'ils soient des magistrats, puissent avoir un choix égal. Ce soir, syndicats de policiers et de magistrats restent circonspects. À de rares exceptions près, ils n'y voient qu'un slogan électoral sans aucun chiffre pour appliquer ces mesures. À gauche, on ironise tous azimuts sur ce programme et les ministres de Lionel Jospin étaient en pointe cet après-midi pour répondre au candidat Chirac. Propos variés, recueillis par Philippe Boissry. Ces derniers mois, il n'était pas une semaine sans que l'opposition pose une question au gouvernement sur l'insécurité. Aujourd'hui, allez savoir pourquoi, c'était au tour d'un socialiste. Quant au candidat probable Jospin, il a pris soin de laisser son ministre de l'Intérieur répliquer au candidat déclaré Chirac.
Quand on constate qu'un des candidats de la droite disait qu'il fallait s'attaquer à tous ces problèmes, j'avais le sentiment qu'il utilisait la méthode du copier-coller. L'offensive n'en est pas restée là. Fait inhabituel, le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux sont venus devant la presse pour tirer quelques salves supplémentaires. Comme si M. Chirac n'avait pas suivi ce qu'on avait fait, comme s'il n'avait rien écouté. Il propose la création d'un conseil de sécurité intérieure. Ça existe depuis 1998. Alors... Dans cette quête en paternité, Jean-Pierre Chevènement n'entendait laisser ni sa part, ni ses coups de griffe. Dans une ultime virevolte, Jacques Chirac vient de découvrir l'eau chaude. Jacques Chirac fait, je suis désolé de le dire, du sous-Chevènement. Et certains de rappeler, à l'image d'Arnaud Montebourg, les propres soucis judiciaires du président, à gauche, mais aussi à droite. Quand il a le culot de parler d'impunité zéro, et que l'on sait la situation dans laquelle lui-même se trouve, c'est-à-dire une situation d'impunité totale, je pense que franchement, il ferait bien de balayer devant sa porte. L'impunité zéro, très bien, mais là, cette impunité zéro, elle exige aussi l'exception zéro. Le président de la République, s'il en doutait, a pu découvrir l'insécurité de la position de candidat. À propos de Jacques Chirac, notez que nos confrères du Canard enchaîné révèlent qu'alors qu'il était maire de Paris, il aurait utilisé entre 77 et 95 les services d'employés municipaux dans son château de Bitty en Corrèze, des cuisiniers principalement utilisés pour des réceptions mais aussi pendant les vacances. C'est une enquête de l'inspection générale de l'hôtel de ville de Paris qui, à la demande de la nouvelle municipalité, a mis à jour cette information. Plusieurs élus ont été condamnés par le passé pour des faits similaires. Le candidat Robert Rue s'affiche dans les pages People du magazine Gala, aux côtés de son épouse, prénommée Marie-Édith. Robert Rue et son épouse ont été photographiés chez eux à Montigny-les-Cormeilles, dans le Val d'Oise. Un reportage photo coincé entre quelques images de Jean-Michel Jarre et un reportage sur Laure, ex-lofteuse. Je vous en parlais dans les titres, ce dramatique accident d'hélicoptère qui s'est produit en milieu de journée à Flaine, station de ski de Haute-Savoie. 4 personnes tuées dans le crash de l'appareil qui s'est écrasé sur les pistes de ski. Le bilan aurait pu être bien plus lourd car l'hélicoptère est tombé tout près d'un restaurant d'altitude bondé à cette heure de la journée. Didier Guyot, Olivier Jacquelin. C'est tout ce qu'il reste de l'appareil après une chute de quelques 300 mètres. À son bord, 4 personnes, toutes décédées. Le pilote, le mécanicien, un pisteur et une jeune femme blessée que l'hélicoptère justement était allé secourir sur une piste. Le dernier pylône que vous voyez à proximité du gros bosquet de sapin, là. Il sortait de là. Et il a heurté le câble non pas très loin. Il a heurté le câble qui traverse le vallon là. Christophe n'oubliera jamais ce qu'il a vu. L'hélicoptère qui heurte un câble, un rotor qui se brise, la chute en quelques secondes et le pilote qui fera tout pour éviter les dizaines de skieurs sur les pistes et la terrasse bondée d'un restaurant. Le pilote a choisi la zone de scratch. Il savait qu'il avait des dommages sur sa machine, il savait que la machine était devenue incontrôlable et il a choisi la zone de scratch. C'est pour cette raison qu'il est venu s'écraser ici. Il est midi quand l'hélicoptère s'écrase. À 15 mètres de là, des bonbonnes de gaz et 150 personnes attablées. Les gens paniquaient quoi. En plus j'en ai entendu des bonbonnes de gaz. Et puis tout le monde est parti quoi. Tout le monde est parti par là comme ça là. C'était la panique quoi. Ah, c'était la panique. Tout le monde a pris ses enfants, sa femme, enfin on est tous partis très très vite, très loin parce qu'on ne savait pas si l'hélicoptère allait exploser, on ne savait pas si les bonbonnes de gaz allaient exploser aussi. Difficile de comprendre les circonstances de l'accident. Problème mécanique, erreur de pilotage, mauvaise visibilité des câbles. Une enquête est en cours. Au moment du crash, il faisait beau et le pilote expérimenté comptabilisait plus de 10 000 heures de vol. La mort d'un surfeur de 21 ans à Montgenèvre dans les Hautes-Alpes. Le jeune homme effectuait une descente hors piste. Il a fait une chute en fin de matinée et il est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital de Briançon. Devant la multiplication des affaires de pédophilie, la justice cherche à frapper les esprits. À Nice, cet après-midi, au procès du réseau d'utilisateurs de cassettes pédophiles, on a franchi un cap. Certains extraits de ces vidéos insoutenables ont été diffusés au public. C'est une première. Olivier Théron, Hervé Pozzo. Insoutenable. Surtout un adulte avec un bébé qui devait avoir 8 mois maximum, qui était en train de... Il est évident que les mots ne sont pas suffisants pour décrire les images qui ont été projetées lors de l'audience publique.
Le président a décidé de montrer quelques extraits des 6000 cassettes saisies. Le parquet ne s'y est pas opposé. Pour juger, il faut connaître, même si c'est insoutenable. Immédiatement après, une pédopsychiatre a témoigné de ce que ressentent les enfants, de ce double viol qui consiste à être abusé sexuellement et exhibé sur bande magnétique. Les films montrent ce que les enfants racontent. Donc on n'est plus dans des fantasmes, là, on est devant une réalité filmée. C'est la vision de la réalité, si vous voulez. C'est ça qui est très grave. Au cours de cette enquête qui a permis l'arrestation de 80 consommateurs de cassettes pédophiles, 3 victimes seulement et 3 violeurs ont pu être identifiés. La preuve que la lutte contre les réseaux pédophiles n'est pas efficace, que peut-être le phénomène n'est pas appréhendé dans toute son ampleur et dans toute son horreur. Je crois qu'il va falloir définir un système de centralisation des images de cette nature. Oui, il est bon que l'Europe serve aussi à ça, pas seulement à une monnaie unique. Les dépositions ont repris cet après-midi. Après la diffusion de ces images insoutenables, elles ont pris un autre relief, une autre vérité. La pédophilie est apparue dans toute son horreur, et non pas comme une chose banale, presque virtuelle, telle que se plaisaient à la décrire les prévenus. L'amour d'une fille pour son père, fut-il tueur en série présumé? Aujourd'hui, devant les assises de Haute-Garonne, Patrice Allègre a reçu une lettre de sa fille âgée de 12 ans. Elle implore son père de dire enfin toute la vérité sur les crimes qu'il a commis. Yasmina Farber, José Boulestex. Chaque avocat aura eu sa méthode d'approche pour établir un contact avec Patrice Allègre. Franck Hédan trouve les mots justes. Qu'auriez-vous à dire à celui qui aurait violé, pratiqué des actes de barbarie et tué votre fille? Je voudrais le tuer, répond Allègre. Vous ne chercheriez pas à comprendre cet homme-là? Allègre semble sincère. J'aurais du mal. Ma colère prendrait le dessus. Des mots simples qui donnent un autre visage à l'accusé. J'étais à quelques centimètres de lui et je le sentais scier, avoir des mouvements du visage, une certaine émotion. C'était l'idée de le faire apparaître comme humain, et humain il l'est de toute façon. Autre choc émotionnel, la demande de son ex-compagne Cécile. Elle lit une lettre d'Anaïs, leur fille de 12 ans. « Papa, dit-elle, je regarde tous les jours les infos. Bravo, c'est de pire en pire. Il faut que tu parles. » Cécile lui montre alors un carnet donné par le père de Laure Martinet. « Ce soir dans ta cellule, il faut que tu écrives tout, que tu vides ton sac pour ne pas perdre Anaïs. » Allègre promet. Mais pour le psychologue, qui l'a examiné en prison, cette démarche est improbable. Je crois qu'il n'en est pas là. Il est dans l'impossibilité d'exprimer des choses, par l'écrit ou par l'oral. Et c'est l'impossibilité de se regarder en face? Je crois que c'est d'une part l'impossibilité de se regarder en face et je le répète, la crainte que la stigmatisation de ses comportements le confronte à sa propre horreur. À 48 heures de la fin du procès, les familles des victimes ne savent plus si la confession écrite du tueur leur apporterait la paix. Elles attendent d'abord une condamnation, d'autant qu'elles ont entendu les conclusions du psychologue Alain Penin. Patrice Allègre n'est pas soigné. Si rien n'évolue, il n'y a aucune raison de douter d'une récidive. La jurisprudence Perruche a vécu. Le Parlement vient d'y mettre officiellement fin par le vote d'une loi au Sénat. C'était il y a quelques instants. L'arrêt Perruche, vous en souvenez, prévoyait l'indemnisation d'un handicapé pour le seul préjudice d'être né. Cette décision de la Cour de cassation avait provoqué un tollé chez les médecins de la naissance et dans les associations d'aide aux handicapés. Aux États-Unis s'est ouvert un procès qui bouleverse tout le pays, celui d'une femme de 37 ans qui a tué ses 5 enfants en les noyant dans sa baignoire. Son avocat plaide une déficience mentale. Andrea Sietz encourt la peine de mort. Pascal Golomer, Tristan Lebras. Ce visage, impassible, fait la une de tous les médias américains. Andrea Yates écoute le procureur requérir la peine de mort pour des faits qu'elle reconnaît. Le meurtre de ses 5 enfants noyés dans la baignoire de la maison familiale. Elle qui, quelques semaines plus tôt, offrait pourtant l'image du bonheur filmée par son mari. Image trompeuse, elle souffrait depuis longtemps de dépression et elle avait été hospitalisée après avoir tenté de se suicider. Voilà pourquoi aujourd'hui ses avocats plaident la non-culpabilité parce que, disent-ils, elle a tué lors d'une crise de démence. La thèse ne convainc guère dans ce comté du Texas où l'on enregistre le record national des condamnations à mort. Si elle est jugée coupable, elle doit être condamnée à mort. Et je ne pense pas qu'elle était folle. C'est quoi la folie? Des gens qui font des choses bizarres, mais ils sont quand même responsables de leurs actes. Je n'ai aucun doute, je veux la voir exécutée. Et pour ceux qui combattent la peine de mort, rien de surprenant à ce que le procureur, qui est élu aux États-Unis, ait réclamé la même sévérité.
Je pense que le procureur de ce comté a un intérêt politique à requérir la peine de mort. Que cette femme soit malade, comme cela semble être le cas, ou non, cela n'a aucune importance pour lui. Le procès, qui doit durer 2 semaines, sera avant tout une longue querelle d'experts médicaux. Andrea Yates était-elle oui ou non consciente des actes qu'elle était en train de commettre? Ce sera aux 12 jurés de répondre, à eux de décider si elle doit terminer ses jours dans un établissement psychiatrique ou être exécutée. Slobodan Milosevic a procédé aujourd'hui devant le tribunal pénal international de La Haye au contre-interrogatoire du premier témoin à charge de l'accusation. L'ancien président yougoslave a fait preuve d'une grande pugnacité, mettant par moments son accusateur en difficulté. Slobodan Milosevic, qui a indirectement reçu le soutien de l'actuel président yougoslave, Vojislav Koštunica, qui dénonce la partialité du TPI. 15 morts en moins de 24 heures, c'est le bilan de la violence au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens. Les attentats répondent aux représailles qui répondent aux attentats. Ce matin, 2 Palestiniens ont été tués par le tir d'une roquette israélienne. L'armée israélienne qui, dans la bande de Gaza, a entamé la destruction d'une dizaine de maisons. C'est dans ce secteur que 3 Israéliens ont été tués hier. À l'occasion du dimanche de Carême, le pape Jean-Paul II a appelé les fidèles à rester vigilants face aux tentations. À cette occasion, on a appris que le souverain pontife avait lui-même procédé à 3 exorcismes en 24 ans de pontificat. Le Vatican ou la chasse aux démons. Isabelle Stess, Dominique Merlin. Au nom de Dieu, embrasse le crucifix. Elle parlait avec une voix d'homme, alors qu'elle avait une voix douce lorsqu'elle était dans son état normal. Monseigneur Balducci est intarissable sur le diable. Cela fait plus de 50 ans qu'il étudie les cas de possession pour le Vatican. Arrière Satan. C'est ainsi que dimanche dernier, Jean-Paul II mettait en garde les chrétiens contre la tentation du diable. Satan. Par 3 fois, il s'est introduit au Vatican et pour l'affronter, le pape s'est fait exorciste. À l'image de cette jeune femme, une autre se roulait ainsi par terre devant Jean-Paul II en 1982. Messe, formule latine et baiser sur la croix, le rituel pratiqué par le pape, du jamais vu alors au Vatican. Que le pape puisse faire des exorcismes, nous le savons tous. Il le fait pour nous montrer qu'il s'adapte à toutes les missions. C'est comme se demander pourquoi il va visiter les paroisses. Pas si banal que ça, puisque les exorcismes papaux sont rares et les cas tenus secrets, comme le dernier en septembre 2001, une jeune fille de Milan aux symptômes inquiétants. Comment, pourquoi celle-ci est arrivée devant Jean-Paul II? Mystère. L'accueil des gens du voyage à Bordeaux est un problème récurrent. Le préfet est allé jusqu'à parler d'une situation inacceptable. Il évoquait la multiplication des campements autour de la ville. Caroline Pham, Bernard Bonnard. Ce terrain n'est pas destiné à l'accueil des gens du voyage, ils sont là, faute de mieux. Installation précaire, campement temporaire, ils sont expulsés régulièrement et se déplacent dans l'agglomération bordelaise à longueur d'année. On est des êtres humains, on veut vivre simplement. Qu'est-ce qu'on demande, nous? Pour arrêter tout le problème, ça qu'il faut, c'est des emplacements, et puis le problème est réglé. Voilà, on ne fera plus de camping sauvage, on aura un emplacement, puis on sera content, c'est tout. De son côté, le préfet évoque une situation inacceptable. Dépôt de plainte, recours à la force publique, 71 expulsions l'an dernier. Il faut, dit-il, créer des aires de stationnement, mais aussi vérifier les conditions d'attribution des prestations sociales. RMI, ça veut dire revenu minimum d'insertion, ce qui veut dire qu'on n'attribue le RMI que si un processus d'insertion de la personne est engagé. Réponse des Tziganes, l'insertion n'est pas possible si les familles sont obligées de se déplacer. Il faudrait que les enfants puissent aller à l'école, il faudrait que les gens du voyage puissent avoir un stationnement pour stationner. Alors là, les personnes pourraient avoir un contrat d'insertion. Mais tant qu'il n'y aura pas ce problème de régler pour les stationnements des gens du voyage, eh bien rien ne pourra se passer. Le préfet envisage d'arrêter fin mars le schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage, mais il sait, dit-il, qu'il n'y aura pas de solution globale et rapide. Distribution houleuse du 2e numéro du quotidien gratuit Métro. À Paris, les ouvriers du livre CGT ont perturbé une nouvelle fois les opérations de distribution. À Marseille, la police a dû protéger les camions acheminant les exemplaires de ce journal lancé hier dans les 2 agglomérations par le groupe suédois Métro.
À Nancy, une vingtaine d'infirmières et d'infirmiers libéraux ont perturbé l'audience du tribunal administratif. Ils dénoncent les pénalités financières infligées par les caisses d'assurance maladie pour dépassement des quotas de soins. C'est une première en France, une assurance spécifique pour les homosexuels. Aujourd'hui, la communauté gay représente un marché économique important, plus de 2 milliards d'euros. Les grandes marques l'ont bien compris et tentent de séduire une population estimée à 2 millions de personnes. Nicolas Lemarinier, Mathias Barrois, Sylvain Doba. Homo ou hétéro, il y a un temps pour s'amuser et un autre pour les soucis de la vie quotidienne. Pour la première fois, une assurance complémentaire santé s'adresse spécifiquement aux gays. La différence avec un contrat classique, les remboursements des dépenses liées à la séropositivité, une assistance anti-discrimination et une prime de Pacs. L'offre est faite sur mesure pour une clientèle bien ciblée. On veut rafraîchir l'image des assureurs, on veut essayer d'apporter une petite différence. Donc on a fait un gros travail d'analyse pendant 6 mois avec une société de conseil en marketing et on a fait vraiment émerger les besoins. En clair, aujourd'hui, les homosexuels valent de l'or. Un marché de plus de 2 milliards d'euros par an pour 2 millions de personnes estimées. Les grandes marques commencent à ranger leurs préjugés au placard. Elles sont présentes désormais dans les revues spécialisées. Et de plus en plus, les publicités pour le grand public n'hésitent plus à mettre en scène les gays avec plus ou moins de réalisme. Cette ouverture d'esprit trouve un écho favorable chez les homosexuels, mais personne n'est dupe non plus des motivations des annonceurs. Alors faire son coming out pour une grande marque, c'est prendre un risque. À la rédaction de ce magazine pour gays et lesbiennes, on constate encore une certaine crainte. Les homosexuels, c'est pas eux qui font peur non plus. Sinon, on n'aurait pas vu tous ces changements. Certains annonceurs sont encore un peu frileux et un peu prudents quant à la réaction que pourrait avoir le grand public. Bref, on est encore loin de la situation américaine. Là-bas, il existe même une carte de crédit réservée aux homosexuels. Coup d'éclat des restaurateurs. Ce matin, plusieurs dizaines d'entre eux ont installé en haut de l'Arc de Triomphe à Paris une banderole pour réclamer à nouveau une baisse de la TVA à 5,5%. Revendication ancienne et qui est toujours fermement rejetée par Bercy. Si le port de la ceinture de sécurité à l'avant est à peu près passé dans les mœurs, il reste des progrès à faire pour les enfants sur les sièges arrière. Une enquête du journal pour enfants Mon Quotidien montre que moins de 60% des 10-11 ans attachent systématiquement leur ceinture en voiture. Frédéric Vion, Aurélie Legrand. À l'arrière, cela fait maintenant 12 ans qu'elle est obligatoire. Et pourtant, certains attendront toujours de se faire repérer pour enfin se décider à la mettre. Depuis 1990, en France, tous les passagers d'une voiture, y compris sur la banquette arrière, sont censés boucler leur ceinture. Premiers concernés, les enfants et leurs parents semblent à première vue avoir compris le message. Dès que je suis dans la voiture, je la mets. Toujours, systématiquement. Si on fait un accident, après on se cogne partout et des fois on est blessé. C'est un minimum quand on a un enfant. C'est tellement évident qu'il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. Et pourtant, selon l'enquête de Mon Quotidien, seuls 59% des enfants s'attachent systématiquement, contre 21% qui disent le faire souvent, les 20% restants ne mettant pas régulièrement leur ceinture. Or, à 50 km/h, un enfant de 25 kg devient un projectile pesant l'équivalent d'une tonne. Il met en danger sa propre vie et celle des passagers avant. Chaque année, près de 200 moins de 14 ans sont ainsi tués sur la route. C'est la deuxième cause de mortalité des enfants. San Antonio immortel, Frédéric Dard, son créateur mythique, est décédé en juin 2000, mais voilà que son fils reprend le flambeau, ou la plume plus exactement. Patrice Dard signe Corrida pour une vache folle, 176e aventure du célèbre commissaire. Le talent est-il héréditaire? Jean-Jacques Dufour, Claude Barnier. Les romans de Frédéric Dard, qui écrivait comme les escargots bavent, c'est-à-dire naturellement, Daniel les a tous lus, il en fait même la collecte. San Antonio parle aux Français. Ça, c'est le premier San Antonio. C'est le premier. Le réellement premier. Le premier d'une longue série que l'on pensait finie avec la mort de l'auteur. Heureusement pour les lecteurs, le rejeton du créateur a décidé de continuer le labeur. Alors bien sûr, je continue à rester sous son ombre et être un peu occulté. Mais franchement, je m'en fous. Mais je suis bien, je fais doucement mon deuil de sa disparition en le prolongeant.
Et ce que les gens ne savent pas, c'est que vous avez déjà écrit de nombreux romans policiers, mais pas justement sous votre nom. Non, bien sûr, jamais pu écrire sous mon nom, sauf des livres de cuisine, parce que c'était dans un autre registre. Chaque fois qu'il s'est agi pour moi d'écrire des romans d'espionnage ou policiers, on me faisait comprendre que l'utilisation de mon nom pouvait prêter à confusion. Bon, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Eh bien, vous voyez, je l'ai accepté, puisqu'aujourd'hui, je continue à utiliser le nom de San Antonio. A priori, c'est un bel hommage posthume. Oui, mais voilà, certains venimeux lui trouvent un côté un peu trop post-thune. Ma réponse, c'est que si je m'étais contenté de vivre des royalties et des dividendes de l'œuvre de mon père, ça aurait été beaucoup plus simple. Et je me serais sûrement pas mis en but à tant de questions. Quoi qu'il en soit, pour les véritables amateurs, San Antonio ressuscité, ça ne peut être que du bonheur. Frédéric Dard publiait 4 bouquins par an, à peu près, 4, quelquefois 5. On attendait, mais avec impatience, la sortie du bouquin. Et là, on se trouve en manque. Et l'idée de Patrice Dard, moi, je trouve ça génial. De toute façon, et même revisiter un San Antonio, ça ne peut pas faire de mal, ça sera toujours un peu de poil à gratter sur un quotidien défraîchi. Je suis le bicarbonate de soude de la littérature. Et c'est à ce titre-là que je soulage. Jolie donzelle. On le surnomme, paraît-il, le Chopin du boogie-boogie. Fabrice Eulery, seul en scène, enflamme le public. Il revisite avec brio les airs les plus connus. Après un passage à Bobino, où Abdel Mostefa et Philippe Jasselin l'ont rencontré, le musicien entame une tournée en France. Son spectacle s'intitule « Des concertos pour un homme seul ». Avec Fabrice Eulery, les adeptes du piano à queue prennent une claque. Le boogie-woogie, Chopin, Brassens, la Marseillaise, un répertoire cocktail un peu secoué, de la dynamite qui étonne. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais voir, mais je suis assez curieuse et je trouve que c'est vraiment super. Il mouille sa chemise, il mouille le piano aussi. Non, c'est superbe. Quand ses doigts parcourent le piano, pas de charge, c'est pour mieux malmener l'hymne national. Fabrice Eulery sait tout jouer, le brio en plus. Pourtant, ce virtuose se dit autodidacte à 99%. J'ai appris mon métier dans des endroits où les gens ne viennent pas vous écouter. Les restaurants, les pianos-bars, et partout où on peut jouer de la musique. Du piano en tout cas, même dans la rue. « 20 ans de carrière pour devenir pirate de l'ère populaire. Quitte à se faire quelques ennemis avec ses versions des copains d'abord, le pianiste excelle dans le détournement de lignes mélodiques, un détournement qui se termine toujours au pays du boogie-woogie. Du cinéma avec la polémique autour de l'affiche du film de Costa Gavras. Le film s'appelle Amen. Eh bien, le parquet de Paris s'est prononcé cet après-midi contre l'interdiction de l'affiche, pourtant demandée par l'association catholique Agrif. La décision définitive sera rendue jeudi après-midi. Du cinéma encore avec la chute du Faucon Noir. Le réalisateur de Blade Runner et de Gladiator s'attaque au film de guerre en plongeant le spectateur en pleine opération commando en Somalie. Ridley Scott s'est inspiré du livre d'un journaliste américain qui a longuement interrogé les Rangers ayant participé à cette opération. Le film vient de décrocher 2 nominations pour les prochains Oscars. Marie-Jo Jouan a rencontré Ridley Scott et le colonel Mattens, conseiller militaire du film. Ces gens-là n'ont pas de nourriture. Ou on leur donne un coup de main, ou on se croise les bras et on regarde ce pays s'autodétruire sur CNN. Du cinéma, mais basé sur des faits bien réels. Le 3 octobre 1993, des Rangers embarquent à bord des Black Hawk, les Faucons Noirs. Destination, Mogadiscio, pour une mission éclair sous l'égide de l'ONU. L'objectif, capturer 2 chefs de guerre somaliens. Les Américains pensent ainsi mettre fin aux affrontements tribaux qui déciment le pays.
Une mission humanitaire chronométrée à 45 minutes et qui va tourner au cauchemar. Un hélico américain abattu et une centaine de soldats se retrouvent encerclés par une population hostile. Les films de ce genre, en général, sont des films pour se divertir. Ça doit bouger dans tous les sens. D'ailleurs, c'est tout le plaisir des films d'action, d'aventure. Mais je pense qu'ils peuvent permettre aussi de traiter des sujets d'actualité. Et les faits, en l'occurrence ici, ont largement dépassé la fiction. Comme les images insoutenables des corps des soldats américains tirés sur la voie publique à Mogadiscio et diffusés par CNN au matin du 4 octobre 1993. Un fiasco qui se soldera par 19 morts américains et plus de 500 Somaliens. Le souci de Ridley Scott résumait 16 heures d'enfer en 2h30. Pour cela, il a fallu télescoper les événements, condenser plusieurs personnes en un seul personnage. La capitale somalienne a été reconstituée au Maroc, à Kénitra. Quant aux acteurs, ils ont été soumis à un entraînement intensif chez les Rangers. C'est un peu différent des autres films. Ici, vous apprenez quelque chose. Souvent, les gens vont au cinéma pour échapper à la réalité. Là, c'est la réalité que vous prenez en pleine face. Ridley Scott filme les combats avec un réalisme rarement vu au cinéma. Mais un peu plus de sobriété aurait été souhaitable. Ce serait oublier que la production est signée Bruckheimer, spécialiste des grosses machines américaines. Le retour au pays des premiers médaillés français. Isabelle Blanc, championne olympique de snowboard en slalom géant parallèle, a été accueillie triomphalement par un millier de supporters, d'amis et de touristes qui étaient en vacances à l'Alpe d'Huez. Julien Beaumont et Grégoire Ossina. Ils ont mis le feu aux pistes. Les 320 moniteurs de l'Alpe d'Huez réunis pour une descente au flambeau en l'honneur d'Isabelle Blanc, championne olympique de snowboard. Vendredi dernier, ils l'ont soutenue à distance. Cette fois, c'est en direct qu'ils la remercient. Elle représente vraiment l'esprit de l'Alpe d'Huez, la convivialité avec le sac de Bill de ses parents qui sont juste à côté. Et nous, moniteurs, on la connaît vraiment très très bien. Et puis la championne est apparue. Pour tous les enfants de l'Alpe d'Huez, Isabelle Blanc, c'est maintenant le modèle à suivre. Un rôle tout nouveau pour elle. J'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de fabuleux. J'ai fait ce que je sais faire depuis 10 ans. J'ai fait une course de snowboard et cet esprit olympique, cette médaille, ça amplifie tout. Et c'est ça c'est la magie des Jeux, c'est fabuleux. Une victoire qui permet à Isabelle Blanc, surnommée Zaza, de laisser une trace en lettres blanches dans la montagne. Voilà, c'est la fin de ce journal et on se quitte encore sur cet or olympique, 3 médailles. Et voici les images de Marina Anissina et Gwendal Pesra qui étaient l'un des invités de ce journal. L'or olympique pour les Français hier soir à Salt Lake City. Merci, à demain 20h.